Alors bonjour tout le monde. Bon, On est parti ou pas? Yes. Vous êtes tout le monde est prêt? On peut faire en On est ready? collab, ouais, après, si tu veux. Ça papote là, les pipelettes. Ouais, let's go, On est prêt? écoute. Ok. Alors bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je vais faire une présentation de droite à gauche. Mickey, Anthony, Elsa, Pacha. Wouh! Wouh, 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 wouh. Ceux qui hésitent à rentrer, n'hésitez pas à rentrer. Alors, est-ce qu'il y a des fans de manga dans la salle? Oui. Ah. Il y a plus de fans de manga à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, le but, on va passer une petite heure ensemble. L'idée, c'est que ce soit full participatif, ok? Vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Vous levez la main, je prends un micro, bam, je viens vous voir. Vous posez vos questions. Vous êtes prêts à répondre à toutes les questions? Ok, Oui, tout. super. Alors, vous avez des feuilles et des crayons devant vous. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais si jamais vous voulez dessiner pendant que ça parle, faire des petits dessins, représenter la fabrique ou qu'est-ce que vous ressentez pendant que je parle, faites-vous plaisir, ok? N'hésitez pas. On va faire nos Alors, la fabrique du jour, c'est on a la chance d'être avec 4 mangaka. On peut vous appeler des mangaka? Ouais, carrément. Moi, j'ai ma première question, parce que en tant que grand fan de manga, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu agacé, c'est le terme manfra. Pour commencer en douceur, qu'est-ce que vous pensez du terme manfra? Elsa. En fait, pour moi, ne pas utiliser le terme manga, c'est comme ne pas utiliser le terme pizza quand on fait une pizza alors qu'on n'est pas italien. Je trouve que c'est la même recette avec des petites différences parce que justement on a une culture différente. Mais voilà, il m'arrive de faire des pizzas et je vous assure que je ne suis pas italienne. Donc pour moi, c'est pareil que pour le manga. Voilà. Pizza préférée? Ah, picante. Ok. Pacha? Merci pour le micro. Manfra, eh ben, tout pareil que Elsa en fait. Moi j'ai vraiment eu du mal avec ça. Déjà Manfra, je sais pas, ça fait pas joli. Puis voilà, du coup je suis quoi? Je suis un Manfraka. On dirait un mec qui va te taper dessus, tu vois. C'est pas top, voilà. Oui, on m'entend? Ah oui. Tout le monde entend bien? J'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Non, rien du tout. Ok, ça marche. Anthony? Une, deux, ok. Ouais, bah, tout à fait d'accord avec Elsa. Je pense qu'on peut pas dire mieux que la pizza. Et ouais, c'est pas ouf de faire une distinction parce qu'en fait, déjà comment dire, la différenciation entre bande dessinée et manga, bon, c'est un peu compliqué en fait. C'est juste pour le public parce que nous, quand on est auteur, qu'on fasse de la BD ou du manga, c'est vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire, on fait une histoire, on la met en page c'est dans des livres. On gère une page dans laquelle il y a plusieurs cases. Dans ces cases, il y a des bulles, des textes, des dessins, des personnages, des décors. Donc en fait, pour nous, les auteurs, c'est vraiment exactement la même chose. Donc après, c'est juste des catégorisations commerciales, on va dire. Mais ouais, je trouve le terme manfra, ouais, il n'a pas forcément de sens, si ce n'est ouais, dire que c'est pas du vrai manga. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour vous, est-ce que le manga, c'est de la bande dessinée? T'as dit non? Je t'en prie. Non? Ouais, ça réagit. Parce qu'en vrai, officiellement, le manga, c'est de la bande dessinée japonaise. Ok? Donc en fait, si vous êtes fan de manga, vous êtes fan de BD. Voilà. Donc déjà, ça, trop bien. Tu voulais dire quelque chose? Allez, ouais, on va intervenir un petit peu. Alors, pour moi, très basiquement, maintenant, ça change un peu, hein, parce qu'il y a les romans graphiques, mais d'ordre général, la BD, on est spectateur, et le manga, on est acteur. Et la BD raconte une histoire, et le manga, je suis en mode très très large, hein, raconte des émotions. Donc l'histoire peut être très simple, mais le ressenti doit être impactant, surtout pour le manga. Ce qui fait que forcément, ça touche beaucoup plus la partie adolescence, parce que quand on vit ça, on le ressent. Ce qui fait que forcément, dans une cour de récréation, les enfants vont plutôt se prendre pour Naruto que Cédric. Ou le Spirou. Ou... Voilà. Parce que c'est un ninja. Non, juste parce que c'est ressenti.
C'est exactement comme les gestes presque naturels de Dragon Ball avec le Kamehameha, hein. L'évidence du geste fait que même en tant qu'adulte, tu le refais encore à un moment dans ta vie. Dans le train ou à l'administration. Je fais au moins une fusion une fois par semaine, personnellement. J'en ai fait Tu une me hier. donneras ta recette. Hein. Moi, j'essaie depuis longtemps, j'y arrive pas. Ah, j'ai pas dit que j'y arrivais, mais j'essaye au moins une fois par semaine. Pas pareil. Ok. Oui, vas-y, je t'en prie. Pour moi, la différence que je vois entre la bande dessinée franco-belge et le format manga, Hein c'est surtout les ellipses. On a des ellipses beaucoup plus grandes en bande dessinée franco-belge et en manga, vu la grande pagination et le plus grand nombre de tomes, on peut prendre plus son temps pour développer plus les actions, les changements de sentiments des personnages. Donc, pour moi, en gros, une bande dessinée franco-belge, sous son format, ça s'apparente plus à un film, à un long métrage, tandis que le manga, je le vois plus comme une série télé. J'aime les deux, et comme j'aime la bande dessinée et le manga, mais voilà, c'est des façons de raconter différentes. Est-ce que tout le monde est au point avec le terme ellipse? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ellipse en bande dessinée? Et où ça se trouve en BD? Où se cachent les ellipses dans les bandes dessinées? Est-ce que vous savez? En général, dans les bandes dessinées, les ellipses sont représentées par des cases qui indiquent quelques heures plus tard, 2 mois plus tard, qui indiquent que le temps s'est écoulé entre 2 actions, entre 2 pages. Effectivement, là, tu parles du cartouche. Ok, ce petit pavé narratif qui peut de temps en temps être en haut d'une case, qui est rectangulaire, qui n'est pas une bulle, où le narrateur va parler. Les ellipses, c'est le temps qui passe entre chaque case. Ok, et effectivement, ce temps, il peut être de quelques secondes, mais il peut être des heures, des mois, des jours, des années. Et des fois, il peut avancer dans le temps, reculer. Voilà, c'est ça une ellipse. Pacha, t'as pas de micro, je suis désolé. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, globalement, je suis de même avis. Après, voilà, tout ça, façon BD, manga, ça reste ce qu'on appelle l'art séquentiel, défini par MacLeod. Et justement, il explique, MacLeod, que la fameuse ligne blanche entre chaque case, c'est ça qui forme l'ellipse. Et la différence après entre BD et manga, pour moi, c'est principalement le nombre de pages. C'est tout simplement le fait qu'en BD, on va souvent être sur du 50 pages à peu près, un peu moins. Alors que le manga, on peut vraiment plus prendre son temps pour se rapprocher, comme disait Elsa, d'une série. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Non? C'est bon, ça marche. Est-ce que vous avez une petite question? Yes, Fanny. Du coup, moi, je voulais savoir, vous avez l'air tous les quatre assez d'accord sur le fait que entre manga et franco-belge ou même voire comics, c'est à peu près la même chose, ça reste de l'art séquentiel. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé vers le manga en particulier, plus que vers la franco-belge par exemple? C'était ma prochaine question. Bon, Merci Fanny. en fait, moi, je fais les deux. Et je fais pas les deux par... le manga, c'est par passion, et le franco-belge, c'est pour l'argent. Yes. Oui, on est mieux payé pour le franco-belge que pour les mangas, hein. Donc, c'est forcément par rapport au prix du manga que c'est calculé, mais voilà. Donc, je fais les deux. J'ai à la fois la casquette de scénariste, parce que je suis scénariste, hein, je dessine pas. Je suis scénariste pour la BD et les scénaristes pour le manga. Et il y a à choisir, c'est vraiment le manga. Et comme je dis, en dehors des éléments techniques, de la pagination et tout ça, la façon de raconter, le côté de l'émotion, on peut le mettre réellement dans le manga. C'est-à-dire que s'il y a une émotion qu'on veut développer, juste le fait que le personnage, je sais pas moi, il veut s'essuyer les yeux simplement, si on veut en faire 2 pages, on a le droit d'en faire 2 pages. Et il n'y a pas que ça, il y a le choix de l'angle qui fait qu'on va essayer de chercher le petit point qui va faire vraiment la vibration. On va faire attention au moment où on se dit, ok, il y a autant d'émotions que pour le personnage qui le vit, c'est juste, et en même temps, il y a une émotion qui est destinée au lecteur, qui fait que quand il va tourner la page, il va sentir ce moment de tristesse ou de vide, mais ce sera là. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeux sur le vide. Donc, enfin, normalement, dans le cas du manga, au moment du dessin, ils vont penser à ce qui va être le plus impactant au niveau visuel, mais pas dans l'idée de la beauté du dessin, mais dans l'idée du ressenti ou de l'action. Donc le dessin peut être très particulier, même ne pas avoir juste quelques traits, mais ce qui comptera, c'est que d'un point de vue rythmique, on aura ce sentiment qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Alors que souvent,
enfin souvent, au niveau BD, on peut travailler très fort sur la beauté du projet, plus que juste parce que c'est beau, et non parce que ça raconte quelque chose de particulier. Donc oui, le manga, si je pouvais faire que du manga, je ferais que du manga. Anthony, Tu peux répéter la question, s'il te plaît? pourquoi tu fais du manga? Ok. Grande question. Moi, j'ai grandi avec les mangas, de toute façon. En fait, j'ai commencé à dessiner en décalquant les boîtes des VHS Dragon Ball Z sur ma fenêtre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à dessiner les personnages de tête. Et puis, j'ai commencé à dessiner mes propres personnages. Forcément, quand tu dessines tes propres personnages, tu as une histoire qui te vient en tête. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça qui m'a mené vers le métier d'auteur. Et comme on est à une époque où on peut se permettre de faire du manga, voilà, bon, en fait, juste, je le fais, quoi. La question s'est pas vraiment posée en fait. Ouais, c'est venu naturellement, c'est ça. genre tu t'es tourné vers ce que t'aimais le plus et Complètement. Et puis après, à côté, je fais de la BD. Enfin, j'ai fait la BD Amiens, je l'ai illustrée. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que le manga, raconter des récits, enfin faire des récits à la manière manga, c'est ce qui m'intéresse le plus comme défi. Parce que c'est ce qui m'a fait le plus kiffer quand j'étais ado. Et puis voilà, j'ai envie de faire kiffer autant de monde. Donc, Elsa. Alors moi j'ai commencé par être autrice de bande dessinée franco-belge parce que en fait à l'époque c'était dans les années 2000, les éditeurs ne publiaient pas d'auteurs qui n'étaient pas japonais au format manga. Donc quand on leur apportait des projets, si le projet les intéressait, ils nous disaient oui non mais c'est bien cette histoire, je la veux. Par contre, tu nous l'as fait en format franco-belge. Donc, mes premiers albums sont sortis au format franco-belge. Alors attention, je ne me plains pas non plus, c'était quand même une grande chance. J'ai adoré faire ça, c'était sympa. Mais il y avait quand même une différence par rapport à ce que je voulais vraiment raconter. Moi, je suis née en 75, j'ai été élevée au Club Dorothée, alors en cachette, hein, je n'avais pas le droit de regarder à la télé, mais je regardais la télé en douce quand même. Et pour moi, c'était vraiment des histoires qui m'ont passionnée, où j'avais des personnages à chaque fois qui arrivaient, qui étaient mauvais, par exemple, mettons en sport ou dans la vie. Et à chaque fois, il y avait une évolution. On les voyait travailler, on les voyait s'améliorer, se faire des potes, devenir super forts. Et pour moi, je trouvais ça vraiment motivant en fait dans la vie. Je me suis dit, mais moi aussi, je suis une petite fille, je ne sais rien faire. Mais dans ma vie, si je travaille, je vais arriver à quelque chose. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment le manga, ça a été le moteur de ma vie. C'est ce qui m'a permis d'arriver à ce que je fais maintenant. C'est magnifique. L'esprit shonen, quoi. Exactement. Le fameux esprit shonen. Oui, vive les shonen. Pacha. Alors pourquoi moi le format manga et non la BD? C'est pas un choix que j'ai fait, ça s'est imposé naturellement. J'ai lu des BD toute mon enfance et au final, j'ai jamais vraiment eu envie de faire de la BD. Par contre, dès que j'ai commencé à mettre au manga, assez tard finalement, là tout de suite j'ai commencé à créer des histoires, j'ai commencé à me raconter des choses à moi-même, à me l'écrire du coup sur des documents Word, à dessiner un petit peu. Et en fait, c'est venu naturellement. Et puis je suis quelqu'un qui a besoin parfois d'exprimer beaucoup d'expressions sur une seule page, alors que dans la BD, on n'a pas le temps pour ça. Donc c'était plutôt une question de temps, de rythme. Et je sais que le rythme que j'ai fait que le manga est peut-être le seul vecteur qui me convient. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une influence, un héros ou une héroïne de manga là, qui vous vient en tête tout de suite, là, qui bam? Oui, moi je suis totalement fan de Rumiko Takahashi, qui est pour moi la meilleure des autrices. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, elle a été ses premières séries qui sont sorties en France, d'abord en animé, ensuite en manga, c'était Lamu, l'œuvre connue sous le nom au Japon de Urusei Yatsura. Elle a fait également Ranma 1/2, Maison Ikoku, Inuyasha, Rinne. Maintenant, elle est sur la série Mao. Elle a fait plein d'histoires courtes. Pendant très très longtemps, elle travaillait sans assistant. Elle faisait quand même 100 pages par mois.
badass. Elle est super badass et elle fait de l'humour absurde, donc c'est vraiment ce que j'aime raconter, c'est ce que j'aime lire. Donc Rumiko Takahashi, c'est la best pour moi. Je rêve de la rencontrer. On a réussi une année à l'élire Grand Prix d'Angoulême, puisque ça fait maintenant à peu près 10 ans que ce sont les auteurs qui peuvent élire celui qui aura le Grand Prix et non pas un petit comité de quelques auteurs. Voilà, donc c'est le gros des auteurs qui élisent leur Grand Prix et on a réussi à élire une femme qui fait du manga et ouais, badass. Yeah. Wouhou. Du coup, alors pour ma part, l'un des auteurs qui m'a le plus influencé pendant du moins mes études, c'était l'auteur qui a fait Nisekoi. Alors je ne sais plus son nom. C'était un tranche de vie assez comics, très rythmé, très drôle. Et en fait, son dessin, c'est simple. Je l'ai tellement copié pendant mes cours que je serais capable d'en faire aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'ai fini par développer mon propre style avec le temps. Donc c'est une des œuvres qui m'a énormément influencé, non pas sur le dessin, mais plutôt sur les proportions des personnages, ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez entendu la question ou vous étiez en train de discuter comme des mauvais élèves? On était en train de papoter. Alors pas forcément les influences, mais ouais, un ou une mangaka qui vous a inspiré ou un héros ou une héroïne qui vous habite encore, quoi. Moi, c'est Death Note. Parce que elle est sortie, parce que pour moi, c'est une scénariste. Personne ne sait qui c'est, mais je pense que c'est une scénariste. Elle est sortie, elle a vraiment mis en place un système qui est hors du format habituel pour le manga. Et l'aspect du combat, qui est un combat d'esprit, un combat de dialogue, ben ouais, j'ai trouvé ça... Surtout que ça laisse une marque, justement, quelque chose de très glauque qui te suit, en fait. Donc, et en dehors de ça, forcément, j'ai One Punch Man, pour les récents, je sais. Ouais, voilà. Et One Piece, évidemment. T'as dit quoi? One Piece. Ah, j'étais pas sûr d'avoir compris. Bien sûr. Qui a lu One Piece ici? Personne, oui. C'est pas assez. Ouais. Super. Anthony? Ouais, bah moi Dragon Ball c'était le premier. Après oui, ça a été One Piece, ça a été le deuxième. Plus récemment, j'ai vraiment kiffé Parasite. Voilà, qui aborde un peu des thèmes écologiques, mais tranquille, enfin en fond, et puis c'est cool, l'histoire est vraiment intéressante, l'évolution du personnage principal donc Shinichi et sa cohabitation avec le parasite dans son corps, voilà, c'est hyper intéressant. Puis après là, de plus en plus, je retourne vers les vieux mangas, donc tout ce qu'a fait Osamu Tezuka, Shigeru Mizuki. Ouais, en fait, comme je dessine en traditionnel, je trouve qu'il y a vraiment énormément à apprendre de cette génération. Voilà, et donc Shigeru Mizuki, je suis archi fan de ces personnages hyper grotesques dans ces décors hyper réalistes. Ouais. Alors, je vais saisir la balle au vol. Tu as dit que tu bossais en traditionnel, ouais. En tradi. Pourquoi ce choix? Sans pression. Non, c'est un... Comment dire? C'est que j'ai beaucoup de choses à dire, donc non, j'essaye de faire simple. Mais je trouve déjà le tradi, en fait, ça permet de beaucoup mieux apprendre à dessiner, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas ton CTRL-Z que tu as sur l'ordi, où dès que tu fais une erreur, tu peux revenir en arrière. Donc en fait, tu es obligé d'être tout le temps concentré quand tu dessines. Ce qui fait que c'est un peu dur de dessiner en live aussi. Mais, et en fait, tu as tout le temps besoin de réfléchir et tu apprends vraiment de tes erreurs parce que tu n'as pas le droit de les refaire. En fait, dès que tu as fait une erreur, bah, tu dois recommencer et donc c'est vraiment compliqué. Donc ça permet de vraiment mieux apprendre le dessin. Et d'être plus concentré aussi, plus efficace, je trouve. Tu vois, tu peux pas... c'est compliqué de regarder une série en dessinant, par exemple. Enfin, il y en a qui arrivent très bien, donc ça c'est cool. Mais moi, quand je fais de l'ancrage à la plume, c'est compliqué. Enfin, faut réfléchir, faut être dedans. Faut pas faire d'erreur. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, il y a le côté un peu... moi, quand j'ai commencé mon manga, en fait, je voyais de plus en plus d'artistes qui passaient tous en digital, qui faisaient en fait la quasi-totalité des mangaka passent au digital. Enfin, surtout en France, il y en a énormément.
Donc je me disais, mais est-ce que c'est encore possible de faire du manga en traditionnel? Parce que moi, je kiffe vraiment dessiner sur le papier. Et en fait, tous les jours, je me posais cette question. Et du coup, maintenant, j'y arrive un petit peu. Et je crois que c'est important de montrer qu'on peut encore dessiner sur papier et qu'on n'est pas dépendant de la machine pour créer. En fait, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment pas dépendre de la machine pour créer. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Alors l'un n'est pas en opposition avec l'autre, hein. Évidemment. Attention, il n'y a aucune bonne manière de faire ou de mauvaise manière de faire, hein. C'est chaque artiste a sa manière de travailler et c'est ça qui est trop bien. Pacha, il me semble que toi tu bosses en numérique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix-là? Je bosse en numérique parce que je suis un bourrin avec un papier, donc les crayons, je les explose, les critériums, je les casse en deux. Enfin voilà. Du coup, avec la tablette, j'arrive pas à la casser encore. Ça fait 10 ans, j'essaye, mais là, je crois que ça y est, elle arrive en fin de vie. Ça sera pas le même tarif, hein, méfie-toi. Ouais. J'ai prévu d'acheter la nouvelle, là, ça y est. Là. Mais ouais, non, c'est plutôt aussi pour une question de finesse, de rapidité aussi. J'aime bien tout simplement pouvoir affiner le trait avec quelques réglages. Au final, j'ai pas tant réglé que ça, mais j'aimais bien avoir l'idée de pouvoir gérer avec quelques manips informatiques, ce qu'on m'a beaucoup appris du coup dans mes études. De passer d'un rendu à l'autre en fait, tout simplement assez rapidement, et surtout pour la colo, l'aquarelle, j'ai pas la patience, donc j'étais obligé d'être en informatique là-dessus. Alors j'ai en effet la couverture que je montrerai peut-être après, c'est un film de 2 minutes, c'est une version accélérée de la couverture, voilà, peut-être à la fin, on verra. Elsa, toi, tu travailles... Alors moi, je suis sur papier. En fait, avant de faire du manga, j'ai d'abord, je vous ai dit, commencé par bande dessinée franco-belge et pendant plusieurs années, j'ai été coloriste. Coloriste, c'est-à-dire je travaillais sur ordinateur 15 heures par jour, tous les jours. Et comme la lumière extérieure peut changer la vision que l'on a sur les couleurs de l'écran, j'étais enfermée dans le noir toute ma vie en fait pendant 6 ans. Donc plus vite j'ai pu arrêter l'ordinateur, mieux ça a été. J'ai les différentes étapes. Trop bien. Si je sais pas si on arrive à voir. Donc rapidement pour laisser la place aux autres, en fait je commence par écrire mon texte. Alors là effectivement c'est de l'informatique, mais normalement j'écris sur papier, mais en fait mon écriture est totalement illisible. Donc je vous ai fait grâce de ma mauvaise écriture. Voilà. Donc en fait en premier temps je vais écrire mon histoire, développer mes personnages, peaufiner mes dialogues. Les dialogues comme je travaille dans de l'humour, ce que je raconte ce sont des histoires rigolotes. Les dialogues sont vraiment super, super importants. Donc, je les travaille, je les retravaille. Donc, je fais mon scénario. Ensuite, je vais passer à un storyboard. C'est la version dessinée, mais vraiment très rapidement on pourrait dire que c'est le brouillon un peu. C'est un peu le brouillon de la BD. C'est un brouillon. En fait, dans le storyboard, on a juste besoin de savoir combien de cases et très sommairement, on va dessiner les formes principales pour composer en fait notre image, pour savoir où sont les personnages, est-ce qu'on les voit en gros plan, est-ce qu'on les voit en éloigné, et aussi où sont placés les textes. Ensuite, une fois que j'ai fait mon storyboard, alors, mettons par exemple cette case avec, vous reconnaissez un magnifique cheval et un personnage en grand plan au regard ténébreux. En crayonné, ça va donner ceci. Donc, c'est pas non plus finalisé, mais Akira Toriyama disait l'important, c'est l'ancrage. Le crayonné, il peut être lâché, il faut vraiment travailler son ancrage. Et ça permet justement de garder l'énergie pour vraiment avoir un ancrage péchu. Donc, je travaille sur crayonné. Ensuite, comme vous voyez, cet objet-là, c'est une table lumineuse. C'est une table sur laquelle je vais mettre mon crayonné. Par-dessus, je vais mettre une feuille blanche. Et ensuite, avec ma plume, donc ma plume G, et mon petit pot d'encre de Chine, je vais ancrer les bons traits. Et là, par contre, là, c'est du léché. Là, c'est vraiment... je peaufine. Et une petite nuance, moi, j'ai un CTRL Z, je triche un petit peu. Ça s'appelle le Posca.
Il m'arrive très souvent de... hein, Moi voilà. aussi, moi aussi. Oui, bah oui. Bien sûr, des fois on dépasse, des fois on fait une expression, on dit « Ah non, c'est pas ça », donc je rajoute du blanc. L'avantage de cet outil, il y a d'autres marques qui existent, mais ce sont des blancs qui sont très opaques et qui permettent ensuite de redessiner par-dessus. Ça fait pas d'épaisseur, donc à la plume, ça passe C'est impeccable. pas grave. Ensuite, je vais scanner mes pages et là, je m'autorise l'ordinateur, je vais rajouter ce qui manque, c'est-à-dire les contours de cases, les textes, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écris pas très bien, et les trames. Comme on trouve en manga, on a rarement la possibilité de faire la couleur, sinon ça ferait des albums très très chers. Et les trames, voilà, sont des zones en grisé plus ou moins foncées ou des zones de motifs. Et ensuite, j'envoie à l'éditeur et puis et il se débrouille. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que de la trame? Ouais. Anthony, Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que de la trame? Ok, s'il te je vais en plaît faire. Je vais en faire là dans 2 minutes. Il faut attendre ça que marche. l'encre sèche, mais je vais la sortir là déjà. Bah, attends. Trop bien, t'as une vraie trame. Ouais. Elsa, tu as parlé d'une plume G. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est quoi la différence, par exemple, avec un Je viens de foutre mon feutre avant, ou moi. Alors, c'est avec une autre type de plume? disons que je n'ai pas réussi à trouver en Europe des plumes de bonne qualité. Peut-être que j'ai pas suffisamment cherché. C'est possible. Mais c'est une plume qui vient du Japon et qui permet en fait d'avoir des modulations de traits très différentes. Avec cette même plume, je vais faire ce genre de trait assez épais comme ce genre de trait beaucoup plus fin. Et le fait d'avoir des modulations de traits, ça permet de rendre un dessin plus lisible. Pour ceux qui dessinent, vous savez, il faut faire les contours des formes en plus épais. Et plus vous allez dans le détail, plus il faut avoir un trait assez fin pour que ça reste lisible. Merci. Est-ce que tu es prêt, Anthony, avec ta trame? Let's go. Ah, vous allez découvrir un Let's des go. plus gros secrets des mangaka, Ok. la trame. Donc Quand ça, j'ai c'est- découvert ça, j'étais comme un fou. Je me suis dit, oh, mais c'est des génies. En fait, ils ne s'amusent pas à faire des millions de petits points. Ouais. Donc ça, en fait, c'est une trame. C'est de la trame traditionnelle parce qu'en fait, tout ce qui est les gris dans les mangas, je sais pas si vous voyez les gris, enfin les gros aplats de gris, et ben en fait, c'est pas des aplats de gris, c'est des points noirs très très rapprochés les uns des autres qui donnent l'impression que c'est du gris. Et du coup, en fait, à l'époque, les mangaka utilisaient ça. Donc, c'est des feuilles thermocollantes, en fait, sur lesquelles il y a plein de petits points imprimés. Donc, il y a des feuilles avec des écarts de points différents, avec des tailles de points différents, différentes, pardon. Et donc voilà, on peut faire du gris plus ou moins foncé avec ça, avec des points plus ou moins rapprochés. On peut faire un rendu graphique plus ou moins réaliste avec des points plus ou moins gros. Donc voilà, en fait tout l'intérêt c'est que... alors je vais vous donner un petit exemple. Peut-être faire un dessin un peu grand pour ça, mais bon. Et puis mon encre n'avait pas séché, bon c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, je vais mettre tout le personnage en trame, comme ça vous allez voir. Et puis, donc en fait, on superpose la feuille. Vous voyez, en fait, il y a deux feuilles. C'est comme un pansement, en fait. On a la feuille thermocollante par-dessus une autre feuille. Et je vais découper grossièrement la forme de mon personnage. Ok. Ouais. Non, ça va, t'inquiète. Je découpe vraiment grossièrement. T'inquiète. Vas-y. Ok. Et, Vous êtes vraiment dans les coulisses. Hein. ouais, là. Et puis voilà, là, c'est un peu en impro, donc ce sera vraiment pas très propre, mais bon. Au moins vous verrez à quoi ça peut ressembler. Donc là, j'ai découpé ma feuille. Je vais la décoller de ma feuille de trame. Bon, alors aujourd'hui, les trames, elles sont faites majoritairement sur ordinateur parce que bah, c'est plus rapide et puis ça coûte vraiment cher les feuilles de trame. Hein. C'est très cher. Ouais, c'est genre 6 balles la feuille. Donc, extrêmement cher. Voilà. Très Là, 6 € les mecs. Hein. D'ailleurs, on mettra un chapeau à la sortie de la fabrique. N'hésitez pas. Alors attendez. Bon, je l'ai découpé un peu grossièrement. Voilà. J'ai pas pris ma spatule, mais voilà, on aplatit bien pour. Comme c'est de la feuille thermocollante, il faut bien appuyer pour que tout colle. Ok. Et ensuite, on va pouvoir retravailler les détails, quoi, plus ou moins. Hop, hop. Là, je découpe. Alors, faut pas trop appuyer parce que sinon, on déchire la feuille qui est en dessous. Hein, c'est un peu embêtant.
Là, je crois que j'ai bien coupé la feuille qui est en dessous. Mais tranquille. Hop. Voilà. Et c'est hyper satisfaisant quand ça se décroche comme ça. Hein. Voilà, donc c'est un des grands plaisirs de la trame. Je récupère chaque chute, hein, parce que vu le prix de la feuille, vous comprenez. Voilà. Et alors par exemple, s'il y a une lumière qui vient sur le côté du personnage, je vais pouvoir gratter ouais, la moitié de la trame, on va dire. Pour l'instant, je vais faire très grossièrement, comme ça. Hop. Hop. Ok. Là, c'est le coup, donc il y a une petite ombre en dessous, on va dire. Ok. Hop. Voilà, donc on a ça. Et puis là, je vais en laisser quand même un peu, puisqu'il y a de l'ombre là, donc je vais laisser là, je vais retravailler plus tard. Si vous avez des questions dans le public, vous n'hésitez surtout pas, vous levez la main. Hein. Je vous ramène le micro. Et vous pouvez... Oh, il y a une question. Je voulais savoir, quand on connaît la cadence à laquelle sortent les différentes publications de manga, surtout au Japon, et la manière dont elles peuvent être exportées en France, est-ce que vous avez ce sentiment de parfois être écrasé par les publications japonaises, ou est-ce que vous arrivez à voir vos œuvres qui ont une certaine notoriété et qui jouissent d'une certaine reconnaissance? Je pense que le public français sait de toute façon qu'on n'a pas autant de moyens que les auteurs japonais. On ne peut pas avoir 14 assistants comme Eiichiro Oda. On aimerait bien, mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc je pense que quand même, ils sont beaucoup plus tolérants par rapport à nos sorties. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre plus d'1 an entre chaque tome, sinon, vu tout ce qui sort, c'est normal que les gens nous oublient. Ce qui se fait de plus en plus, c'est que en fait, les éditeurs font un petit peu de frigo. Le terme frigo, ça veut dire que, par exemple, on finit un album, mais on ne le sort pas de suite. On avance sur les tomes suivants, comme ça, une fois que le premier tome sera sorti, le deuxième, voire le troisième tome seront déjà bien entamés, et du coup, les lecteurs n'auront pas à attendre trop longtemps pour avoir la suite. C'est un petit peu notre parade. On peut pas travailler aussi vite qu'eux. On n'a pas d'assistant, et même si on travaille quand même très dur, je pense, en tout cas je conseille à tout le monde d'avoir des vraies nuits. Il ne faut pas faire comme les auteurs japonais pour tout. La santé, c'est important si on veut durer longtemps. Donc, ouais. Alors oui, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais par exemple, vous prenez One Piece. Effectivement, sur la couverture, il y a écrit Eiichiro Oda. Mais Eiichiro Oda ne dessine plus l'intégralité de son manga tout seul depuis très longtemps. Voilà. Il a une très grosse équipe derrière lui qui vont dessiner les décors, poser la trame, faire les fonds, des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir un One Piece tous les 3-4 mois. Ouais. Mickey, toi, tu es scénariste. Du coup, oui, mais moi, c'est particulier parce que maintenant, en fait, les dessinateurs avec qui je travaille, eh ben, c'est 2 Taïwanaises, un Japonais et une Coréenne. Donc, je suis lié à leur culture. J'ai voulu vraiment me dire, bon, écoute, si je veux être épaulé ou même de base influencé ou dirigé, je préfère que ça leur appartienne vraiment en propre. Ce qui fait que le travail qu'ils font sont de manière assez excessive. Effectivement, ils abîment leur santé, mais ça fait partie de leur logique. Hein. Donc la Taïwanaise avec qui je fais un manga maintenant, quand je lui ai demandé en combien de temps elle pouvait faire les 190 pages, enfin les 190 pages, oui, je suis belge, là, les 190 pages, oui, parce qu'il faut déjà que vous ayez une idée, pour un auteur de BD classique, 60 pages, il va mettre plus ou moins 1 an. Ok ? Il y a la couleur, je sais, hein, mais bon, de base, on va dire ça. Et elle s'est d'abord excusée et elle m'a dit je suis désolé, mais j'ai en même temps un webtoon, donc je vais mettre 8 mois. Ça veut dire que, aussi, quand elle me répond, je sais que là-bas, il est 3 h du matin, je sais qu'elle travaille de plus ou moins 5 h 30 du matin à 23 h, avec sans doute peut-être 20 minutes de pause ou un truc comme ça, quoi. Et c'est ce qu'elle s'impose, hein. C'est vraiment quelque chose.
je lui ai pas demandé d'aller aussi vite. C'est quelque chose qui est très normal chez eux, quoi. La même chose, vous faites de tout recommencer. Si je lui dis, bon, il y a un chapitre qui ne fonctionne pas, un chapitre, c'est plus ou moins 20 pages. Hein. Elle va me dire, oui, d'accord, il faut que je change ça. Et elle ne va pas hésiter à refaire l'entièreté du chapitre. Donc, oui, moi, mon travail est très différent. Sans compter que pour faire un manga, je mets, en tant que scénariste, je fais juste la première partie que Elsa vous a montré, donc les storyboards et tout ça. Je travaille en faisant des storyboards. Je mets plus ou moins 2 mois pour 190 pages. Donc tu proposes un storyboard, tu fais quoi? T'envoies les dialogues, tu décris les cases? Ce qu'Elsa a montré, donc je fais une description, mais je dis au dessinateur qu'il a le droit de modifier totalement mon storyboard. On respecte juste la pagination, donc ça veut dire le nombre de pages. Voilà, donc je fais. Pour moi, il faut que ça soit que le visuel fonctionne. Hein. Je parlais de l'aspect de l'émotion, mais il y a aussi le rythme. Pour moi, le manga, c'est de la musique silencieuse. C'est vraiment, on est dans une mélodie et il faut tenir cette espèce de rythme tout au long du manga, quoi. Donc je passe les pages juste avec mon storyboard très basique, voir s'il se passe quelque chose, quoi. Et après, bon, le dessinateur met sa signature graphique au-dessus. Trop bien, merci beaucoup. Pacha, je propose que tu nous montres quand même ta colorisation de 2 minutes, parce qu'en vrai, vu qu'on est dans la créa, tout ça... Non, mais je vais faire mieux, je vais argumenter avec autre chose. Alors, du coup, l'écran, voilà. Alors, hop. Ah, ça ne passe pas. Comment est-ce qu'on change d'image sur un Mac? Ah, faut échappe. Ok. Faut échappe à chaque fois? Ouais. Comment? Hop, voilà. Donc, par rapport à l'idée de la cadence entre un japonais et un français, non, ça veut pas. Bon, écoutez, je travaille pas avec ça d'habitude. Là, donc, vous avez le storyboard qui va se trouver de ce côté et au bout là-bas, la planche finie. Il faut savoir qu'en fait, au Japon, forcément, ils ont des studios, donc des assistants, et ça va très très vite. Moi, je suis tout seul et en fait, j'ai constaté qu'au final, j'ai d'autres auteurs qui sont japonais que je suis, qui mettent autant de temps que moi à faire leur manga parce qu'ils sont tout seuls, voire plus. Et donc, à partir de là, on relativise énormément sur est-ce qu'on va assez vite ou pas. Je sais que moi, si je fais une planche par jour, on est sur quelque chose de correct. D'accord? Une planche par jour, vous prenez 200 jours dans l'année, vous avez votre bouquin au bout de 7 mois. Donc 7 mois, c'est très bien hein, quand vous êtes tout seul. Après, voilà, il ne faut pas vous faire embêter par les mails, les réseaux sociaux, le divertissement. Il faut quand même se prendre un petit week-end de temps en temps, mais globalement, voilà. Donc du coup, moi, je storyboard vraiment, vraiment succinctement. Et parfois, ce storyboard, du coup, ne correspond plus du tout à ce que je faisais. Ah, ça y est, j'ai réussi. Le storyboard ne correspond plus du tout à ce qui était prévu à la base. Hop, voilà. Alors par exemple ici vous voyez des fois j'ai simplement je marque Explore 1, Explore 2, Explore 3 parce qu'en fait ici les personnages sont en train d'explorer et c'est-à-dire que dans mon storyboard je ne sais même pas en fait ce que je vais mettre dans la case et j'y réfléchis au fur et à mesure et je finis par arriver à ces pages là. Hop. Et parfois, je me retrouve avec beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que je marque juste décor. Voilà. Donc, tout simplement, en fait, je ne sais pas ce que je vais mettre encore à ce moment-là. L'idée me vient, du coup, je pars sur un crayonné. Bon, là, c'est pas le crayonné, hein, là, c'est vraiment un storyboard. Et je pars sur un crayonné, et puis après, en avançant sur mes 2 premières cases, je finis par trouver ce que je vais mettre sur la dernière. Et voilà. Et donc, par rapport au rythme, en effet, ça se fait. Il faut juste être régulier. On peut tenir la distance de certains Japonais sur les planches, c'est pas un problème. Voilà, là, très, très succinct, hein, une fois de plus, hein, entre ce qui a été au niveau du board et du rendu final. Et encore, il faut savoir que la planche que vous voyez là, au final, ce n'est pas la planche que vous avez dans le manga. C'est une planche que j'ai rejetée après et que j'ai recommencée. Hop. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, hop. Donc c'était avant rework. Il a ressemblé à ça. Donc là, il y avait le fantôme qui arrivait là, il plaquait comme ça, etc. Même la tête du fantôme a changé. Hein, pour ceux qui ont lu, du coup, je suis tout au bout là-bas, hein, si jamais vous voulez aller voir le tome. Donc ça, c'était avant et ça, c'est après. Et donc on est passé totalement sur d'autres planches différentes.
Et ça, si j'ai eu le temps de le faire, c'est parce que justement, moi, je me mets pas la pression. Vu que, comme disait Elsa, en fait, on a du frigo. Donc j'avais du temps encore. Et j'ai décidé de recommencer certaines planches pour arriver au résultat que vous voyez là. Voilà, hop. Et après, là, vous avez la suite de l'action qui est beaucoup plus éparpillée dans le temps. Avant, c'était trop serré, donc ça passait pas au niveau du timing. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des petites... Ouais, il y a plein de questions, je suis trop content. Bonjour, alors on a une partie de la réponse avec la planche que tu nous as montrée. Mais ce que je voulais savoir, c'est justement, en le démarrant à l'européenne, comment est-ce que vous faites, est-ce que vous rajoutez tous les petits bruits qu'on peut trouver dans les mangas asiatiques, parce qu'ils ont quasiment une transcription de n'importe quel bruit et de n'importe quel son. Et voilà, comment est-ce que vous l'adaptez? Et puisqu'on a également un scénariste, est-ce que tu mets aussi ces petites indications-là au scénario que tu envoies? Merci. Alors, en fait, moi, comme ce que je disais, je travaillais avec une taïwanaise. Elle faisait elle qui l'aimait elle. Donc, j'allais se faire entièrement toutes les onomatopées, quoi. La même chose avec toutes les petites indications donc de culture que j'ai pas. C'est elle qui les rajoute dans le scénario. Donc, les petits détails de comment ils se disent bonjour ou bien comment sont placées les pantoufles, les chaussures dans la maison. Enfin, peu importe, tous ces détails, c'est à elle, quoi. Donc, ouais, moi, c'est un avantage. Les onomatopées, c'est eux qui les gèrent. Donc, je vois, c'est joli, mais alors te dire exactement ce que ça fait comme bruit, je sais pas. Oui, alors sur la question des onomatopées, en effet, on se pose la question. Par exemple, je sais qu'il y a un auteur qui s'appelle Géraud qui fait Reaper, qui a commencé avec des onomatopées et aujourd'hui, je sais qu'il n'en met plus du tout parce que ça prend de la place sur le dessin. Moi, je sais que je les veux, je les garde. J'essaye par contre de leur donner un style japonais, mais c'est bien honnête à nous quand on regarde. Le K, par exemple, j'ai essayé de le casser à un moment donné pour faire une espèce d'Y avec un bâton en plus, hein, pour donner une sensation que c'est un onomatopée japonais, mais c'est bien notre alphabet à nous. C'est quelque chose aussi que Tony Valente faisait. Donc si vous regardez bien le tome 1, dans le tome 1, vous avez des onomatopées qu'on croirait du japonais, mais si vous regardez bien, c'est bien notre alphabet. Moi, pour mes onomatopées, j'utilise pas du tout d'hiragana, de katakana, de caractères japonais. En fait, j'essaie de m'imaginer dans ma tête comment un son peut être retranscrit. Et c'est pas forcément académique. Je m'autorise vraiment des libertés. Mais par contre, pour ce qui est de la graphie, j'aime bien les faire en très très grand, mais genre format A2, voire même des fois grand aigle. Je prends des gros pinceaux, quelquefois des pinceaux très abîmés qui permettent d'avoir un style un style de trait qui fait. Voilà, je trouve que c'est plus vibrant de faire des onomatopées comme ça. Alors ça dépend des sons, hein, bien sûr, ça ne correspond pas à tous les sons, mais souvent, voilà, pour les onomatopées, j'utilise des gros pinceaux sur des très grands formats et ensuite je réduis pour les rajouter sur mes originaux. Super. Anthony? Ouais, du coup, pour la question des onomatopées, alors c'est intéressant parce que c'est... Chez les Japonais, quand même, c'est une science à part entière parce qu'il y a les onomatopées. Alors, j'ai pas entendu ce qu'ont dit les deux collègues à gauche, je sais pas si je répète. Il y a les onomatopées et il y a les impressifs graphiques. En fait, c'est deux choses à pas trop confondre. C'est-à-dire, une onomatopée, ça va être la traduction d'un son à l'écrit. Donc, ça va être par exemple BAM. Et un impressif graphique, ça va être ça va être une invention. C'est une action pour laquelle il n'y a pas de son. Par exemple, quand on regarde quelqu'un, ils vont mettre des signes japonais pour dire qu'on regarde la personne. Par exemple, quand quelqu'un pianote sur son téléphone un mail, eux, ils ont un truc, ça se dit meru meru. En fait, ils le mettent deux fois. Alors, en caractère japonais, je ne sais pas l'écrire, mais en fait, ça vient de mail en anglais. Et du coup, ils le répètent. Et du coup, ça fait un impressif graphique. Et ça, c'est un truc qui est à apprendre aussi. Mais dans le manga français, en fait, c'est un vrai problème, je trouve, les onomatopées. Surtout quand on fait un manga qui se lit de droite à gauche. En fait, on se rend assez vite compte quand même que c'est idiot. Enfin, c'est tellement bien fait, la forme du manga et de la bande dessinée, c'est incroyable. C'est tellement bien pensé. Et sauf que quand on a une page qui se lit de droite à gauche comme ça,
Donc mon action, elle se lit comme ça. Par exemple, voilà, j'ai un personnage qui met un coup de poing, hop, comme ça avec un impact. Et en fait, tu vas écrire bam. Et en fait, ça se lit dans le sens inverse. Et du coup, en fait, moi perso, j'essaye de toujours trouver des astuces. Donc soit je mets comment? Ah oui, pardon. Excuse-moi, merci. Ouais, par exemple, ça se lit comme ça. Si ça c'est un coup de poing et que là il y a un impact, ok, on va mettre le bam, on va le lire à l'envers. En fait, donc c'est assez idiot. Donc moi, j'essaie de trouver des trucs pour faire mes onomatopées à la verticale. Donc par exemple, je vais mettre bam comme ça se lit de droite à gauche, mais voilà, ça fait un style un peu japonais. Et perso, j'ai essayé de mixer aussi un peu l'alphabet français et de lui donner un rendu caractère japonais. Des fois, par exemple, pour écrire BAM, typiquement, je vais faire comme ça, hop, 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 hop. Voilà, ça c'est la grammaire que j'ai un peu inventée pour être dans les deux, parce que ouais, je trouvais que forcément les grosses onomatopées écrites à la boule et bille, ça n'a pas la même puissance graphique que les coups dans les mangas. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée en tout cas. Trop bien. Mais vous abordez un thème très important, le sens de lecture. Voilà. Est-ce que nous, en France, on lit de gauche à droite. Dans d'autres pays, on lit de droite à gauche. Est-ce qu'on vous a imposé de faire votre manga de droite à gauche pour respecter un certain code, pour que le public ne soit pas perdu et qu'on se dise ça, c'est du manga? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de raconter de droite à gauche? Vas-y, Elsa. Alors, en fait, j'ai plusieurs séries, parce que ça fait un peu plus longtemps que je suis dans le milieu. Ma première série, qui était donc ma première série au format manga, Save Me Pity, j'ai choisi de le faire dans le sens de lecture occidental. L'éditeur m'a donné le choix et en fait, quand j'ai écrit mon scénario, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que c'était une série qui pouvait plaire à un public très élargi. Donc, et ça s'est constaté. En fait, j'ai des enfants de 7-8 ans qui lisent Save Me Pity parce que ça parle de mythologie grecque et que c'est un thème qui marche bien. Mais j'ai aussi leurs grands-parents de 70-80 ans qui lisent Save Me Pity. Et c'est compliqué au bout d'un moment de changer de sens de lecture. Après, c'est une série qui se trouve également, qui a été traduite au Japon. Et l'éditeur a gardé le sens de lecture occidental en me disant « Mais nous, au Japon, on sait lire dans les deux sens ». Après, mes deux autres séries, je les ai faites dans le sens de lecture japonais parce que déjà, ma deuxième, c'était une commande du Japon, donc obligé, j'allais le faire dans le sens de lecture japonais. Et ma troisième, il me semblait que c'était un public qui était peut-être un peu moins étendu, mais qui était déjà plus grand lecteur de manga. Et donc, je me suis dit, pour eux, ça sera quand même mieux de le faire dans le sens de lecture japonais. Mais à chaque fois, l'éditeur, en tout cas mon éditeur, m'a laissé le choix de faire ce que je voulais. Trop bien. Pacha? Pas grand chose à dire là-dessus, sens japonais pour moi. Voilà. Parce que, alors c'est pas l'éditeur qui choisit ça, à la rigueur, je pense qu'il sait faire dans les deux sens, mais c'est vraiment le choix de l'auteur, voilà, de faire dans le sens qui l'arrange. Et il y a aussi peut-être la part du public un peu de problème quand c'est en sens français, on peut recevoir quelques reproches. Alors du coup, moi je voulais pas faire partie de ça, c'est pour ça que je suis parti sur le côté japonais. Trop bien du coup. Ok. Il y a une question. Ouais. Ah. Oh. Pardon. Est-ce qu'on peut revenir quelques petits instants sur les questions de la colorisation? Est-ce que comment se fait la colorisation au Japon? Tout est par ordinateur ou ils colorisent encore à la main? La colorisation. La colorisation. Comme c'est du manga, on n'a pas trop de colo en général. Pour les couvertures, vas-y, prends la réponse. En fait, ça dépend vraiment de l'artiste. C'est exactement comme ici. Il y a des artistes qui sont plus à l'aise, je parle au Japon, qui seront plus à l'aise avec l'aspect simplement travaillé par l'ordinateur ou qui le feront, à l'aquarelle, parce que pour eux, c'est plus un moment récréatif, quoi. Donc dans le magazine Jump, ou qui reprend pas mal de mangas,
il y a les premiers épisodes, ou bien l'épisode phare de l'album, enfin du magazine. L'auteur, il a le droit de mettre de la couleur dessus. Donc il va travailler un chapitre complet en couleur. Et il va tester la couleur. Alors que, je veux dire, c'est plus en mode test parce qu'il ne voit pas toute son œuvre en couleur. Hein. Il y aura juste une petite partie qui sera en couleur. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de particularité. C'est pas aussi abouti, entre guillemets, je dis bien, que leur ancrage. Souvent la couleur semble un petit peu... ils sont en mode test un peu, voilà. On va le faire parce que c'est fun, mais c'est pas notre truc, quoi. Ouais, et puis les couvertures aussi, c'est seulement un outil de communication, quoi. C'est juste pour la pub, pour accrocher les gens dans la librairie. Mais en fait, dans le manga, ça se limite un peu à ça, la couleur. C'est vraiment, même dans les magazines, quand ils ont des pages couleurs, c'est un privilège de ouf, mais en fait, pour attirer plus de lecteurs, puisque forcément, les pages couleurs ressortent plus que le noir et blanc. La couleur prend vraiment une grande importance, mais quand il passe en mode animé, en fait. Et là, il y a la narration vraiment avec la couleur. Ils ont vraiment les artistes qui s'occupent de l'animation sont très différents de ceux qui vont s'occuper du manga. Ce qui fait qu'on a une autre dimension pour une même œuvre, en fait. Donc le modèle papier et le modèle... ce qui ne serait pas le cas ici. Techniquement, s'il y a une BD qui sort en animé, la BD, on a déjà les tons, la narration de couleurs qui est déjà dedans. Et souvent, l'animé, il respecte ces tons-là, en fait. Donc on retrouve plus ou moins, on va dire, l'ambiance du dessin animé. Alors au niveau BD, le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est évident, mais ils ont fait Titeuf par exemple. Ben, Titeuf la BD et Titeuf l'animation, les codes couleurs, ben, ils sont très proches. Voilà. Mais dans le cas d'un manga, on passe d'un univers qui est en noir et blanc avec des codes très différents à un monde soudainement qui prend une forme de couleur, quoi. Sans compter qu'en plus, ils ont une particularité, c'est que dans le manga, en noir et blanc, ils vont parfois préciser que le personnage en face d'eux a des cheveux bleus, alors que c'est en noir et blanc. Hein. Mais ils vont lui dire, bon, ben ouais, toi avec ta coupe de cheveux, c'est tout bleu, toi c'est tout jaune, alors que c'est pas indiqué. Mais au moment de l'animation, soudainement, ben, tout ça prend un sens, quoi. Moi, personnellement, pour la couleur, j'aime bien changer d'outil. Il m'arrive souvent de faire des mises en couleur informatiques. Pour des ex-libris comme ceci ou pour d'autres types de couvertures, pour mes couvertures, pour la version espagnole par exemple, j'ai utilisé l'aquarelle. De temps en temps, j'utilise des feutres à alcool. Et je connais un auteur, un mangaka japonais qui lui fait ses couvertures sur toile avec de la peinture à l'huile. Et sur des grands formats, c'est des choses magnifiques. Mais en fait, voilà, tous les outils sont possibles, oui. Oui, c'est le moment que tu nous montres. On va switcher du coup sur l'écran. Hop. Donc moi, faut faire play. Ah ouais. Donc moi, comme je disais, voilà, l'outil informatique, c'est pas trop... c'est plus ça mon dada. Et donc là, vous avez la version accélérée de la colorisation de la couverture du tome 1. J'ai tenté aussi, hein, comme tout le monde, crayon, aquarelle. J'ai pas la patience. Voilà, ça m'agace. Du coup, la couverture, en fait, j'y vais étape par étape. Donc, je fais chaque élément séparément. Par exemple, pour la Tour Eiffel, là, vous voyez, parce que bon, j'aime bien baver et faire des trucs compliqués. Donc, il a fallu inventer les pieds parce que je les avais pas à cause des arbres. Mais voilà. Donc dans l'idée de la couverture ici, c'était simplement de se servir du rayon du pied pour engager une diagonale en fait sur la couverture et d'avoir le héros à côté qui vient pas trop cacher la Tour Eiffel parce que forcément le projet, vu que c'est sur Paris, il fallait qu'elle soit apparente, ou du moins les commerciaux de Cana ont insisté là-dessus. Du coup, voilà. Et je passe vraiment par plusieurs étapes pour la colo. Je vais élément par élément et parfois l'avantage du coup de l'informatique, c'est que là, vous voyez, la Tour Eiffel, elle est grise. Et si finalement gris ça me plaît plus, en un clic je peux la changer et puis la passer en doré, orangé. Du coup j'avais pris finalement les teintes de la golden hour qui va arriver. Donc, vous savez quand le soleil se lève, voilà ces teintes là. Donc au final c'est ma méthode à moi pour le coup. Voilà. Quelqu'un d'autre? Sur le sens sur le sens de lecture. T'es pas obligé, hein. Alors j'avais un truc à dire, mais je me souviens plus. Non, vas-y, enchaîne. T'inquiète. Alors, il nous reste 3 minutes.
Voilà. Donc, c'est passé assez vite, Déjà c'était cool. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Ouais, trop bien. Bonjour. En fait, dans le process de création, je voulais savoir combien de temps vous passez sur l'écriture, tout simplement. Est-ce que vous écrivez par tome ou par chapitre, et combien de temps vous passez à l'écriture des scénarios? Ouais, je sais, je suis chiant. Non. Alors, au niveau création, ça dépend vraiment de ta mécanique de travail. L'exemple que je prends, ça m'appartient parce que je fonctionne comme ça. Ce n'est pas du tout un exemple qu'on va retrouver spécialement ailleurs, hein. Donc, de base, c'est un handicap dans la vie de tous les jours. Donc, je fonctionne... Oui, c'est très particulier ce que je raconte, mais je suis TDA, donc je suis désorganisé, je ne vois pas ce qui se passe réellement autour de moi, et tout fonctionne à l'intérieur. Ce qui fait que je dois bloquer mes idées. Donc je suis très sur la musique. Et donc le fait de pondre un scénario, ça peut aller en quelques minutes. Oui, c'est pour ça que c'est l'exemple et pas... Ça pourrait passer pour « Ah, c'est exceptionnel », mais en fait, il y a des conséquences à ça. Mais pour moi, c'est ça. En général, quand un éditeur me dit « Ah oui, ben, on cherche quelque chose dans ce style-là », je lui dis « Ah, mais justement, j'ai quelque chose. » En réalité, c'est pas vrai. Mais au moment où je lui parle, j'invente l'histoire, en fait. Donc voilà. Et quand j'écris, dans mon cas spécifique, j'écris pas, je fais pas de texte avant, je fais directement du storyboard. Donc je prends mes pages et je lance directement mon histoire en dessin, en fait. Mais je dis, c'est très particulier, c'est comme ça que je peux fonctionner, parce qu'il faut que ce soit très naturel. Et plus je vais vite, plus je sais que les personnages, je les tiens. Et en fait, pour être plus précis encore, dans le cas du manga, au moment où j'ai placé mes personnages principaux, donc dans les premières pages, c'est chapitre par chapitre, hein, 20 pages par 20 pages, même si je sais plus ou moins où je vais avec mon concept, c'est eux que je vais suivre. Donc, il se peut que mon concept varie parce que simplement je suis le caractère de mes personnages. C'est eux qui me guident dans l'histoire. Donc, en gros. Mais ça, c'est bon, voilà, c'est ma particularité, c'est comme ça que je fonctionne dans le cas de mon écriture. Mais il y a, en tout cas pour les autres scénaristes, il y a vraiment beaucoup de différences. Il y en a qui peuvent être l'auteur d'une seule œuvre, en fait, qui vont développer pendant des années, et ça va être cette œuvre-là. Il n'y aura pas d'autre chose que ça. Bon, moi, c'est l'opposé, quoi. Ouais, moi perso, ouais, je suis un peu dans l'opposé. Pour le coup, comment dire, quand j'ai signé mon contrat, en fait, après, on a signé un contrat pour 3 tomes. Et moi, je voulais scénariser les 3 tomes vraiment ensemble pour pas faire un tome, puis enchaîner le storyboard, puis les planches, puis recommencer le scénario. Donc, j'ai scénarisé les 3 d'un coup. Ça m'a pris 8 mois. Et voilà, avec beaucoup de questions. Ouais, je l'ai écrit, je l'ai tapé sur ordi, j'ai tapé scène par scène, action par action. Alors, on essaye toujours de commencer par le plus large possible, hein. On commence par résumer son histoire en 3 lignes, ensuite en 1 page. Donc, on fait le pitch en 3 lignes, le synopsis en 1 page. Et ensuite, moi, j'ai fait le séquencier, donc c'est-à-dire, je dis chaque scène et ce qui se passe en 1 demi-phrase. Donc là, ça prend beaucoup de pages. Et ensuite, j'ai détaillé encore plus. Alors, voilà, je suis peut-être allé trop dans le détail. Ensuite, mon scénario, je l'envoie. Moi, je travaille avec un co-scénariste, avec Vincent Perriot, qui est l'auteur de Négaliot. Donc, je lui ai envoyé, on a fait des échanges. Je l'ai envoyé à mon camarade d'atelier JE aussi. En fait, moi, j'aime avoir beaucoup de retours sur le scénario pour le coup. Et voilà. Et ensuite, au final, au storyboard, il y a quand même des choses que je change par rapport au scénario. Donc, je sais que je vais souvent trop loin dans le scénario. Mais bon, voilà, là j'avais besoin d'aller trop loin pour ce premier projet professionnel. J'espère qu'à l'avenir j'arriverai à épurer un peu plus, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Alors moi, pour ma part, dès que je vais écrire une histoire, il me faut tout de suite la fin. Il faut que je connaisse déjà la fin. Et tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais raconter au milieu, ça doit m'amener vers cette fin. Donc je crée mes personnages, je crée l'univers et tout de suite je choisis la fin et ensuite je rajoute des scènes. Une fois que j'ai ça, je vais travailler tome par tome. Moi, j'ai l'habitude maintenant, donc je sais à peu près où je vais et je vais décider qu'est-ce qui va se passer en gros dans chaque tome et ensuite je vais écrire en détail le scénario avec les dialogues. Comme je disais tout à l'heure, dans l'humour, les dialogues sont très importants, donc je vais les retravailler à chaque étape. Et ça me prend environ entre 1 mois à 1 mois et demi. Ensuite, 2-3 semaines pour faire les storyboards.
Et ensuite, je vais passer au reste du travail. Et en gros, par album, je mets à peu près plus ou moins 10 mois. Là, il nous reste 0 minute du coup. Tout pareil qu'Elsa. Voilà. Vraiment la thématique de cette fabrique, tout comme Elsa. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Eh ben, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette fabrique. C'était trop cool de pouvoir vous écouter, vous entendre avec vos expériences, vos manières de travailler différentes et tout, trop cool. Donc un très grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci vous à vous. dédicacez Merci à encore vous. après? On peut vous retrouver en dédicace? Un tout petit on peu? retourne dédicacer. Ouais, Super. ouais. Merci beaucoup et merci Merci à à vous le vous. public. Merci. Merci.